Très souvent, nous avons des difficultés dans la vie et parfois on pense que c'est une fatalité, pourtant que généralement c'est un indice qui prouve qu'on peut surmonter. Je suis allé à la rencontre d'un ancien étudiant qui a eu des difficultés certes à arriver en Allemagne, pas par rapport à ses capacités notamment. Il est passé par toutes les autres personnes, dont notamment il a eu son ZIDAF et il y avait également l'argent pour la caution. Mais sauf que à l'étape du visa n'a pas été toujours facile pour lui. Mais malgré cela, il a su surmonter ses difficultés et est arrivé en Allemagne et tiens-toi tranquille. Une fois en Allemagne, il a explosé. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut être un parcours très inspirant pour toi qui me regarde aujourd'hui. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il a un parcours très intéressant et très inspirant et il va te montrer comment toi également tu pourras surmonter tes difficultés si toi aussi tu es dans cette difficulté-là aujourd'hui ou notamment dans ton pays d'origine. Donc reste jusqu'à la fin, on va ensemble découvrir cet invité. Juste derrière. Bonjour Amand et merci d'avoir accepté l'invitation de la chaîne Réussir en Allemagne. Et ouais, j'ai pensé que ton parcours est très inspirant et pour cela que je t'ai invité sur la chaîne de partager avec ceux qui nous regardent aujourd'hui. Je vais commencer directement dans le vif du sujet, savoir c'est qui Amand. Merci Franklin, merci d'avoir pris du temps aujourd'hui pour me consacrer cette interview. Je me nomme Amand Tchokoté. Je suis originaire du Cameroun, plus précisément de la province de l'Ouest Cameroun. Et ouais, comme presque tous les Camerounais, je suis arrivé en Allemagne dans le cadre de mes études. Et voilà, c'est ce que je suis. Ok, donc ça c'est là pour l'introduction. Et notamment tu as obtenu le baccalauréat. Et comment se fait la décision de venir finalement étudier en Allemagne? Est-ce que tu as le choix dans d'autres pays? Comment se fait le choix de l'Allemagne finalement? Ouais, pour être honnête, déjà, c'était pas un truc que je savais. Je ne savais pas encore au départ que je devais venir en Allemagne ou aller aux États-Unis ou en France. Voilà, je ne savais pas. Et après l'obtention de du baccalauréat au Cameroun, c'était en 2009 déjà. Voilà, mon oncle me dit, voilà, Armand, j'ai un plan pour toi. Okay. Je lui dis, ok, c'est quoi le plan? Il me dit, mon oncle déjà il vivait aux États-Unis. Bon, je me dis, peut-être je vais aller aux États-Unis, je suis content. Voilà. Et après il me dit, non, c'est l'Allemagne. Okay. Bon, moi, je ne connais rien encore, je ne connais pas comment ça se passe en Allemagne. Je me pose plein de questions, que je vais apprendre l'allemand. L'allemand déjà, j'ai fait allemand en série au lycée. Déjà, ouais. Et là, je ne connaissais rien du tout. Je me pose des questions, voilà, ça va se passer comment en allemand et tout. Et voilà, c'est là où l'idée le projet Allemagne est venue. Et puis je me dis, voilà, c'est la meilleure offre que j'ai eue jusqu'ici. Et je prends toutes les modalités, comment est-ce qu'il faut faire pour arriver en Allemagne et tout, je me renseigne et tout. Et c'est là que je commence à mûrir le projet de venir en Allemagne. Que tu te lances finalement quoi, je me lance finalement, ouais. Pour venir étudier. Ok, ça veut dire que le choix de ton côté était beaucoup plus facile puisque ça venait d'un input de ton oncle en fait. Ouais. Donc qui lui-même n'était pas en Allemagne, qui était plutôt aux États-Unis, mais il a plutôt conseillé de l'Allemagne. Est-ce que tu peux en dire plus? Est-ce que tu as eu le temps de lui demander par exemple? Bien sûr. Tu es où tu te trouves? J'aimerais bien être avec toi. C'est une question que peut-être tu me soutiennes quoi, mais ouais. Pourquoi l'Allemagne alors qu'il était lui-même aux États-Unis? Là, il faut le dire, mon oncle il a fait construction mécanique, il a eu de très bonnes opportunités par les États-Unis. Et là, quand il m'appelle, il me dit j'ai un plan pour toi. Moi, je me dis, comme j'ai dit tantôt, l'Allemagne, c'est les États-Unis, j'irai là-bas et tout. Mais là, il me dit non, les États-Unis, c'est très cher. C'est très cher. Pour financer les études, il faut avoir des réserves, vraiment, il faut avoir beaucoup d'argent. Et après ça, il me dit, voilà, ça sera pas mal si tu découvres un autre pays, la formation encore en Allemagne. Il avait pas mal de camarades de lycée qui étaient en Allemagne déjà, des médecins, des gens qui avaient fait de très grandes études, de très bonnes études aussi. Et il m'a dit, voilà, j'ai pas mal de contacts en Allemagne. Et c'est des gens qui ont réussi, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé, qui ont réussi. Et là, voilà, avec juste ces propositions, il m'a convaincu que l'Allemagne, c'était un pays où je pouvais aussi m'en sortir si je travaillais
aussi bien que ses amis l'avaient fait. Et c'est comme ça que, voilà, que le choix s'est fait finalement. Ouais. Ok, ça veut dire que là maintenant tu commences les cours de langue et comment ça se passe? Bon, notamment tu as mentionné au début de la vidéo que tu as fait déjà au lycée quoi. Donc le choix de langue, tu as choisi l'allemand finalement, mais il n'y avait pas de motivation externe. Mais maintenant tu commences les cours de langue et comment ça se passe? C'était difficile ou comment tu gères l'étape là finalement? Ok, par rapport au cours de langue là, il faut dire un truc. Je termine, le bac se termine en juin et la décision de venir en Allemagne, ça se passe 3 mois après environ. 3 mois après, ok. Voilà, donc ça veut dire que je commence à l'université comme tout étudiant, comme tout bachelier. Je vais à l'université à Douala où j'étudiais la filière biologie. Alors j'ai fait biologie et plus tard mon oncle me fait la proposition de venir en Allemagne. Et là, je ne connaissais pas encore des centres de langue où je pouvais apprendre l'allemand et tout. Et là, avec les inputs que j'ai eus, que j'ai rassemblés de quelques camarades et tout, alors je vais à ILA, c'est l'Institut de langue allemande à Douala. Là, je vais là, je commence, je me renseigne, je prends des renseignements par rapport au cours de langue. Et là, quand j'arrive, il y a déjà une vague qui a commencé. Et la vague est un peu déjà avancée. Et ce qui fait que je ne peux pas encore intégrer cette vague. Alors le directeur lui me dit voilà, la vague elle a commencé, elle a déjà 2 mois d'avance et là si tu viens là tu auras beaucoup de lacunes et tu ne seras pas à l'aise. Au même niveau que les autres. Je ne serai pas au même niveau que les autres, donc il me dit attends la prochaine vague. Et la prochaine vague devait commencer je crois 2 mois après. Et là c'est là quand je m'inscris pour la prochaine vague. Et là, je fais les deux en même temps. Je vais à l'université d'un côté et de l'autre côté, quand j'ai des temps libres, des heures creuses par exemple, je viens au centre de langue, j'avais déjà imprimé les modules, acheté les livres et tout. Là, je commence à me documenter seul. Là, j'arrive, là, il y a pas mal de personnes qui apprenaient la langue, les élèves à cette époque-là. Alors, je m'assois tout à côté, je commence à lire la phonétique, je commence à apprendre. J'ai avancé sur quelques chapitres, 2, 3, 4, 5 chapitres environ. Là, je pose des questions aux aînés, aux personnes qui étaient là avant moi. Ils m'expliquent un peu. C'est là un peu que je commence à prendre un peu de l'avance par rapport à ma rentrée. Donc, ça veut dire par rapport à ma rentrée, j'ai déjà fait quasiment 2 mois où tu apprends j'ai quasiment appris à côté de l'université et tout. Jusqu'à ce que ma rentrée arrive et puis là, je commence tout naturellement avec le groupe. Voilà, c'est comme ça que le train s'est mis en marche. Ok, mais maintenant finalement, mais tu as eu est-ce que le fait que tu aies fait notamment la 4e et la 3e en allemand, est-ce que ça t'a apporté quand même un petit avantage? Non, pas du tout. C'est vraiment différent. Pas du tout. L'allemand, c'était dans les années 2004, 2003. L'allemand à cette époque-là, c'était juste pour passer, juste pour réussir, quoi. Pour réussir, juste pour avoir une moyenne. Et cette moyenne, je ne l'avais même pas. J'avais 2 sur 20, 3 sur 20. C'était juste pour acte de présence. Et puis, généralement, nous, on disait qu'on va compléter l'allemand avec le TM, le travail manuel. Donc, du coup, on avait 17, 18 et suivant en travail manuel, 2 en allemand. Et les 2, voilà, on parvenait à balancer pour avoir une note. À la fin. Donc c'était pas un truc pour moi, pour le long terme qui m'aiderait à faire un projet après les études. Ok, bon maintenant, supposons si on prend ça se passe bien, parce que c'est que quand tu commences les cours de langue, jusqu'à ce que tu obtiennes le ZIDAF, ça se passe plutôt bien de ton côté, parce qu'au niveau des langues, bref, je te connais déjà quand même depuis un peu, c'était pas peut-être il y avait des difficultés, mais tu t'en sortais plutôt bien quoi, par rapport aux autres personnes. Est-ce qu'il y a quelques stratégies que tu as appliquées pour finalement comprendre, maîtriser la langue de cette façon que tu la maîtrises aujourd'hui? Ou comment tu as fait finalement quoi, pour t'en sortir, commençant du niveau 1 jusqu'à l'obtention du ZIDAF? J'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé. Comment? J'étais celui qui n'était pas le plus intelligent, qui comprenait très rapidement. Alors j'ai pris ça comme une faiblesse. Ça veut dire, j'ai pris ça comme une faiblesse, ça veut dire je me donnais beaucoup d'efforts. Donc ça veut dire après les cours du professeur, je prenais encore 2 heures, 3 heures, je travaillais, j'écrivais, je prenais des notes, je bossais, j'ai beaucoup travaillé. Et autre chose encore, c'est que le centre déjà était un centre qui donnait la possibilité à beaucoup de personnes de s'exprimer. C'était pas un centre où on venait, on faisait les cours et puis on rentrait. Dans le centre où j'ai fait les cours de langue, on était ensemble aussi. Tu étais là, je crois, une promotion avant moi, si je ne me trompe.
Là, on avait la possibilité, après les cours, d'échanger, après les cours, de discuter. Ouais. On avait les cours qui commençaient à 9h, qui allaient jusqu'à, je crois, 11h30. Et après 11h30, on restait jusqu'à 17h. Ouais. Et tout ce temps, c'était le temps de travail. On discutait, on échangeait, on se challengeait entre autres pour voir son niveau c'est comment par rapport au mien, où est-ce que je me situe par rapport au groupe. C'est ce travail en commun et ce travail aussi personnel à la maison. Plus tard, quand je rentrais, je travaillais toujours beaucoup parce que je me disais que l'allemand, c'est pas un truc que je maîtrise, c'est un truc que si je veux faire des études en allemand, il faudrait que j'ai une base assez solide pour comprendre les études. Et puis, c'est de là où j'ai commencé à beaucoup forger. Et voilà, c'est comme ça que les choses se sont passées. Ouais. Et maintenant, avant le fait, tu t'en sors, tu passes le ZIDAF à temps, une fois comme beaucoup de personnes, avec des bonnes notes. Mais maintenant, tu prends la procédure de visa, comme tout le monde, et là, les choses commencent à... Là, ça se complique. Là, ça se complique. Ça, c'est ce qui est très intéressant parce que Armand va nous dire, parce que là, j'avoue quand même que beaucoup de respect, j'avoue quand même que c'est une étape vraiment qu'il fallait être mature. Parce qu'à l'époque, tu es jeune, tu demandes le visa, comment ça se passe? Puisqu'à la base, tu as tout en fait. Caution, on a mis la caution. Niveau de langue, tu as fait ton job en fait. Parce que c'est ce que les parents veulent. Les parents veulent qu'en fait, tu obtiennes ton visa, ton ZIDAF. Tu donnes tout ce que tu faut avec et tu l'as fait. Tu as fait ton job en réalité. Ouais. Maintenant, tu pars demander le visa, ça cloche. C'était un moment très difficile de ma vie. Ça, il faut le dire. Peut-être qu'il y en aura encore. Mais déjà, celui-là, c'était un moment où je me demandais qu'est-ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que je fais qui est mal. Qu'est-ce que je... Voilà. Là, j'obtiens le ZIDAF. 3 mois plus tard, j'ai pu rassembler tous les documents pour faire une demande de visa. Alors, j'ai introduit ma demande de visa. Et l'interview se passe plutôt normalement. Elle me pose des questions à savoir, des questions standards. Tu veux étudier quoi? Quelles sont tes matières? Et comment est-ce que tu vas gérer ton séjour en Allemagne? Ton futur, ça sera quoi après 5 ans? Les questions normales. Et c'est des questions auxquelles j'étais préparé. J'avais travaillé aussi cette interview-là et tout. Et 2 semaines plus tard, c'est un refus. C'est un refus. Je fonds en larmes. Ouais. Je fonds en larmes. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Je fonds pas en larmes seulement parce que j'ai pas eu de visa, mais parce que je vois des camarades qui étaient peut-être... je veux dire un peu en arrière bien par sûr, rapport à moi, mais qui obtient le visa. Des camarades avec qui je travaillais, avec qui je disais non mais on fait pas comme ça, on fait comme ça. Des camarades, voilà, les visas ça passe, des visas pleuvaient de tout part. Et là je me dis que qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'introduis une requête. Et la requête, les recettes de la requête sortent, je crois, 6 mois après. Non, pardon, pas 6 mois, 6 semaines après. 6 semaines après, 6 semaines après, dans la requête, il est écrit la motivation n'y est pas. Ok. Vous n'êtes pas assez motivé pour faire des études en Allemagne et il y a des doutes sur votre parcours. Voilà, ils se disent... C'est votre intention même à faire les études. C'est votre intention à vouloir faire les études. Voilà, ils se disent peut-être quelqu'un là qui veut à tout prix voyager, à tout prix aller en Allemagne. Et voilà, il s'est dit il a passé le ZIDAF, il a un bon baccalauréat, mais voilà, il n'a pas montré cet engouement de vouloir étudier en Allemagne. Et puis voilà, c'est comme ça, le refus est là. Et là, je me pose cette question, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Entre-temps, il faut dire, j'accompagne chaque soir mes amis qui vont en Allemagne, mes camarades, mes promotionnaires. Tu vas à l'aéroport les accompagner? Je vais à l'aéroport, je leur dis au revoir. Là, je rentre avec le cœur dur, endurci comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et plus tard, 3 mois plus tard, pendant cette période, après le refus, je continue à venir au centre. Je prends ce poste qu'on appelait encadreur parce que le centre donnait la possibilité à ceux qui avaient terminé les études, du moins les cours de langue, cette partie, le ZIDAF là, de venir continuer à travailler parce que le centre n'offrait pas le BDE à cette époque-là. Il n'offrait pas le BDE. Donc il disait venez continuer à travailler, enseignez vos petits frères et puis ça vous donnera aussi, ça vous permettra de maintenir la langue, de ne pas l'oublier parce que ça s'oublie très vite. Bien sûr, lorsque tu restes 3 mois à la maison, tu ne parles pas et puis ça part. Ça s'oublie très vite, Alors je viens, je fais ce travail, j'encadre pas mal, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler avec moi, on travaille. 3-4 mois plus tard, je parviens encore à rassembler les documents pour introduire... La deuxième fois quoi. Ouais, pour introduire une nouvelle demande. Et là, je notifie l'ambassade que voilà, j'ai pris acte de ce que vous avez dit. De ce que vous avez dit, j'ai essayé de travailler dessus.
Et il faut aussi rappeler, la première fois, je demande le visa en informatique, en filière informatique. Ok, en filière informatique. Okay. Et ils disent aussi, je ne veux pas m'en sortir en informatique. Ah, ok. Et c'est là que je viens à changer de filière. Je prends une filière basique pour voyager, qui passe avec, encore très bien avec mon relevé de notes du baccalauréat. C'était chimie. Et j'introduis la demande encore. J'attends cette fois-là 3 semaines. Et l'interview se passe également bien? L'interview s'est passée très rapidement. En 2 minutes, 3 minutes, j'avais fini l'interview. Okay. Et là, je sors étant confiant que ouais, ça va bien se passer cette fois-ci. Et 3 semaines plus tard, c'est un nouveau refus. Un autre refus, deuxième refus. Là, là, ça devient compliqué. C'est dur, c'est très difficile. C'est très difficile. Et là, je reçois le soutien de la famille, ma mère qui était là avec moi, mon père aussi. Ils me disent, voilà, si c'est comme ça, si c'est le chemin que Dieu veut pour toi, que tu pars pas en Allemagne, tu restes ici. Il y a aussi des possibilités aussi. Tes frères ont fréquenté ici, se sont aussi en sortie. Tu vas rester. Tu vas, voilà, je vois tout un rêve qui s'écoule finalement. Qui s'évapore comme ça. Voilà. Alors mon père me dit non, ça va, on accepte ça comme ça. Mais moi je me dis non, papa, c'est ce que je ne comprends pas. Ouais. J'ai introduit une nouvelle requête encore à l'ambassade qui me donne les raisons, même raison. Ouais. Que même en chimie, vous n'allez pas vous en sortir. Comment c'est pas possible. Je dis comment, je ne comprends rien. Je ne comprends rien du tout. Et là, je décide de faire une grande pause. J'ai fait une pause de quasiment 8 mois, 9 mois par là, où voilà, et les rentrées académiques à l'université, pour les universités au Cameroun sont passées. Oui. Puisqu'avec ma deuxième demande, j'ai manqué cette date. Je n'ai pas introduit une inscription à l'université. Ouais. Alors je suis obligé d'attendre la prochaine, qui fait 10 mois. Alors je fais 9 mois là. Je continue à encadrer, je continue à me dire qu'il y a une possibilité, c'est pas juste. Je continue à me dire c'est pas juste, j'ai beaucoup travaillé pour ça. Je continue aussi à donner des cours, je continue à travailler jusqu'à ce que la famille me dise, mes parents, mon oncle, qui m'a beaucoup soutenu à cette époque-là, me dit voilà, il ne marche plus. Donc voilà, et si l'Allemagne ne passe pas, que je fasse autre chose. Okay. Voilà, tu vois, la famille, l'étoffe se resserre un peu. La famille est découragée, quoi. Sur moi. Et la famille me dit, bon, maman, la famille qui veut mon bien, bien sûr, qui me dit, bon, si l'Allemagne n'a pas marché, tu ne vas pas passer ton temps, parce que chaque demande, c'était 40 000. 40 000 justement. Il fallait constituer les dossiers, envoyer les postes et tous ces trucs-là. Voilà, la famille me dit, bon, on va étudier au Cameroun. Mais je dis à mes parents, un soir, lorsque je reviens des cours de langue, je me renseigne sur Internet à l'Institut Goethe. Je vois il y a une rentrée imminente là dans 2 semaines, pour le B2. Je dis à mon père, quand je rentre le soir, que j'aimerais tenter cette opportunité, tenter ce truc-là, de faire le B2 encore. Il me dit non, laisse tomber. Et puis non, je dis donne-moi cette chance. Et le B2, c'était seulement à Yaoundé. Ouais. Mais il fallait partir vivre à Yaoundé, quoi. Alors mon père me dit voilà, si tu es tiens. Voilà, les carottes sont quasiment cuites parce que tu as 10 mois à la maison, il n'y a pas de rentrée à l'université, tu ne peux rien faire. Et entre-temps aussi, on a réfléchi un peu, étudier en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, d'autres pays, quoi. D'autres pays, essayer de regarder. Alors je pars pour Yaoundé, je m'installe, je commence le B2. Je fais le B2, ça se passe très bien. Je travaille beaucoup aussi encore à l'Institut Goethe. Et à la fin du B2, je finis le B2 avec une mention bien. Quand je finis le B2 avec une mention bien, j'essaie, puisque je n'ai aucun membre de ma famille en Allemagne, j'essaie de me rapprocher de mes anciens contacts, de mes camarades avec qui j'ai fait le SIDAF, pour qu'ils m'aident à faire une inscription encore, parce que celui qui avait fait mon inscription à l'époque, la première fois, après on a perdu le contact, il y a beaucoup de choses qui sont passées. J'ai plus son contact, je ne peux plus. Alors, pendant le B2, j'ai une ancienne amie à moi qui était du côté de Heilbronn, qui s'est portée garante de m'aider. C'était vraiment un acte, j'avais vraiment besoin de cela. J'avais vraiment besoin. Et elle a vraiment fait, elle m'avait vraiment aidé, mon amie là. Et voilà, j'envoie mes documents. Et elle introduit mon inscription à l'université de Clausthal. L'université de Clausthal, en chimie toujours. Et entre-temps, je continue les cours de langue, je commence le TESTAF.
Et pendant que je fais le test TAF aussi, moi aussi de mon côté, j'essaie de collectionner, de rassembler les informations encore. Les services, par exemple, que je pourrais approcher, par exemple, au Cameroun, qui pourraient me prodiguer des conseils sur une éventuelle demande encore, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Là, je vais à la DAD, ils étaient derrière l'Institut Goethe à cette époque, je ne sais plus aujourd'hui où sont. Je vais à la DAD, et le gars, il me donne beaucoup de conseils. Je rencontre la directrice de l'Institut Goethe, elle s'appelait Madame Django. Ouais. Madame Django, je rencontre Madame Django, j'explique un peu à Madame Django mon parcours et tout, qui était déjà très étonnée de me voir, puisque quand j'ai eu la mention bien, elle me demande que mais je ne te connais pas à l'Institut, que tu viens d'où? Voilà, et j'étais même le seul à cette époque qui avait eu la mention pendant la session, oui. Okay. Et elle m'a donné quelques cadeaux, elle me dit je ne te connais pas, on a pris connaissance. Et elle m'a invité plus tard, je suis venu dans son bureau, j'ai parlé de mon problème dans son bureau. Elle me dit, ouais, elle était vraiment déçue de comment est-ce que les choses se sont passées. Elle m'a encouragé, elle m'a apporté beaucoup de motivation et j'ai continué à travailler. Alors, plus tard, pendant que je suis en train de faire mon test TAF, pendant que je prends des cours de test TAF de C1, je reçois encore les documents pour la nouvelle préinscription en fait. Ouais. Voilà, pour l'inscription. Et j'ai encore à la fin, un mois de la non, quasiment 2 semaines, 3 semaines de la composition du test TAF, j'ai tous les documents pour une autre demande de visa, pour la 3e fois. Et là, je me dis, comment est-ce que ça va se passer? Et aussi, je voudrais aussi rappeler à ceux qui nous écoutent que pendant ce moment-là, j'ai appris à prier. J'ai beaucoup prié. J'ai appris à prier, à me dire que voilà, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renfermé à travailler sur ma personnalité, à travailler sur moi-même. Est-ce que c'est peut-être, est-ce que je dégage par exemple une onde négative? Est-ce que, voilà, travailler beaucoup et vraiment j'ai eu, Dieu m'a beaucoup aidé, ça il faut le dire aussi. Alors j'ai introduit dans ma nouvelle demande au consulat d'Allemagne au Cameroun. Je passe l'interview. Pendant l'interview, l'interview est difficile. Pas les 2 fois facile comme la dernière fois. Ça devient plus compliqué en fait. L'interview est difficile. Déjà au portail, quand j'arrive, la dame qui prend les rendez-vous, elle me dit, vous encore? Elle te connaissait déjà carrément. Elle me dit, vous encore? Vous n'abandonnez pas? C'est ce qu'elle me dit. Vous encore? Je dis oui, madame, moi encore. Et là, je viens, j'ai un B2. Ça veut dire j'ai updaté mon dossier. Tu as avancé avec la langue. J'ai un B2, j'ai une inscription au test en cours. Alors j'arrive là, pendant l'interview, la dame, elle m'appelle par mon nom. Parce qu'elle te connaissait déjà carrément. Dès qu'elle me voit, elle m'appelle par mon nom. Elle me dit, ah, monsieur Djokote, vous encore? Alors, elle dit d'abord, mettez d'abord les 40 000. Et d'abord. Mettez d'abord les 40 000. Là, je mets les 40 000. C'était 40 000 les frais de demande de visa. Je mets les 40 000. Alors, elle regarde encore mon dossier, qu'est-ce qui a changé dans mon dossier. Et là, elle me dit, elle voit le relevé de notes du B2. Elle voit mention bien. Elle me dit, ce n'est pas vous. Ah bon? Ce n'est pas vous qui avez composé ça. Ah bon? Ouais, elle me dit ça. Elle me dit, ce n'est pas vous qui avez composé ça. Je dis, mais madame, pourquoi? Comment est-ce que vous venez à l'idée d'où est-ce que ça vous vient? Elle me dit, non, je sais que ce n'est pas vous. Elle continue ses notes et je lui dis, vous pouvez vous renseigner à l'Institut. Si ce n'est pas moi qui ai composé. Et là, c'est froid, c'est vraiment un climat glacial. Là, elle me dit, malgré vos efforts, voilà, vous n'aurez pas le visa encore. Elle te dit ça pendant l'interview? Elle me l'a dit. C'est pas possible. Elle me l'a dit. Elle me dit, malgré vos efforts, vous n'aurez pas, même cette fois-ci, vous n'aurez pas le visa. Et puis, c'est que vous pouvez partir. Là, je rentre, je sors de l'interview. J'ai la tête en feu. Puisque tu te donnes carrément. J'arrive même pas à prendre le taxi. Je me suis assis là. Elle me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas finalement? Le lundi qui suit, je continue à faire mes cours de langue. Je continue à travailler. 2 semaines plus tard, je vais dans un cybercafé. Je consulte ma boîte. Je vois, j'ai le visa. Tu as le visa, quoi. Ouais. La 3e fois? La 3e fois. C'est pas possible. Et comment tu réagis? Parce que là, c'est... Là, la joie n'y est plus. Ouais. Ça, la joie n'y est plus.
Ça, il Ça faut te le laisse dire. intact en fait. Oui, j'étais déjà habitué à ce sentiment de dire encore une fois. Ouais, Du ok. coup, je n'arrive plus à être en joie, Ouais. je suis plus content. Tu ne perçois finalement Voilà. pas ce qui t'arrive. en Voilà, fait, je avec dis ah ce ok, bonheur. je dis ah ok, ah, c'est bien. J'appelle ma mère, je dis maman, ça a marché. Et puis c'est comme ça que plus tard je prépare mon départ et puis j'arrive en Allemagne. Et puis tu arrives en Allemagne quoi. Ouais. Wow. Je pense même aussi, je vais ajouter, Ouais. quand j'arrive en Allemagne, c'est toi qui Qui te viens reçoit me chercher finalement. avec un autre ami, Ouais. un autre ancien. Et totalement affaibli carrément, Ouais. arrivé totalement affaibli. Ouais, c'est là qui me reçoit. Et justement, il profite de l'occasion pour dire que quel que soit ce qui vous arrive, il ne faut pas lâcher quoi. Parce qu'il pense que en tant que jeune, parce que maintenant, bon, avec un peu de recul, tu es un peu déjà grand maintenant, tu es peut-être ton corps est déjà habitué à certaines zones d'inconfort, je dirais quoi. Mais en tant que jeune, et surtout quand on n'a rien à se reprocher, parce qu'il doit préciser ici, parce que Armand a beaucoup bossé en termes au niveau de la langue. Je veux dire, s'en sortir de la langue et gravir des échelons. Et après avoir le refus, en fait, quelque chose qui est difficilement influençable parce que tu ne peux pas influencer, en fait. Tu ne peux pas décider d'avoir le visa. Donc tu fais tout ce que tu as à ton niveau, notamment les cours de langue, les notes. Mais après, c'est toi qui décides si tu te donnes le visa ou pas. Quoi. Justement. Bon, maintenant, si à l'étape là passée, tu arrives en Allemagne et voilà, tout explose. Si tu arrives en Allemagne, finalement, ton test d'AF, s'il faut préciser, tu comprends le test d'AF. Du temps au Cameroun avant de quitter. Et en Allemagne, tu arrives directement, tu as ton résultat de test d'AF que tu as également aussi réussi. Quoi. Ouais. Donc ça fait un pied deux coups. Ouais, Comment tu accueilles ça? Déjà, je veux répondre, avant de répondre à cette question, je vais encore dire à ceux qui nous écoutent, aux plus jeunes frères qui mûrissent le plaisir ou bien le désir de vouloir étudier en Allemagne, de se préparer, de beaucoup travailler. Et les choses peuvent ne pas marcher comme on veut. Les choses peuvent ne pas marcher. Ouais. Et que si les choses ne marchent pas, que vous n'ayez rien à vous reprocher. Bien sûr. Que vous ne dites pas que j'aurais dû apprendre plus. Le temps, pendant que je m'amusais là, j'aurais dû apprendre. J'aurais dû, mais que vous ayez donné tout ce que vous avez Puis donner en fait. que vous ayez à donner, Ouais. que vous ayez donné tout. Et qu'après, que les choses ne dépendent pas de vous, ça peut marcher. Bien sûr, bien sûr. On peut ne pas vous donner le visa. Ouais. Et même si on vous donne le visa, il faut continuer. Alors j'arrive en Allemagne, 3 semaines à 4 semaines plus tard, quelque chose comme ça, les résultats du test sortent. Et je parviens à avoir une place à l'université. Je suis arrivé par Stuttgart, bien sûr, et je me suis immatriculé un mois et demi plus tard à Pforzheim. À la FA de Pforzheim, autant les hautes écoles pour ceux Justement. qui... voilà, à la FA de Pforzheim. Et j'ai obtenu une place en informatique industrielle, ce qu'on appelle test informatique en allemand. Alors c'est comme ça que je commence test informatique. Je ne sais pas si peut-être il y a encore des questions. Bien sûr, il y a les questions qui vont venir sur le truc justement, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré toutes les difficultés au pays, il faut quand même avouer que bon, c'est clair que le fait d'avoir beaucoup de refus de visa, c'est clair. Mais en termes maintenant économiquement, tu as beaucoup épargné également par rapport à ça parce que tu arrives en Allemagne, tu ne fais plus de cours de langue. Bien sûr. Et on parle en Allemagne de 500 € carrément, peut-être tous les 2 mois et demi. Donc là, tu épargnes et tu commences les études directes. Ça veut dire que tu arrives, 1 mois et demi, tu es étudiant carrément, tu as ton test d'AF que tu l'as obtenu. Justement. Et tu démarres les études. Bon, maintenant on va entrer dans les études. Tu choisis technicien informatique, non, informatique industrielle. Est-ce qu'à ce niveau-là, est-ce que tu as eu un conseil pour faire tes filières, pourquoi pas autre notre filière? Parce que c'est clair qu'au niveau de la chimie, tu as dit que tu l'as fait notamment pour avoir le visa peut-être facilement. Parce que la première fois que tu avais commencé, tu avais demandé à l'informatique que tu souhaitais faire, mais ça n'a pas marché, mais tu choisis chimie. Mais en Allemagne, maintenant, le choix de technicien informatique, comment ça se fait, ce choix de cette filière? Je vais un peu rentrer en arrière. Ouais. Déjà au sorti du lycée, je me laissais le défi d'être médecin. Parce que j'aimais beaucoup de la science. C'est pour ça que j'ai fait biologie par là, pour me préparer, si je restais bien évidemment au Cameroun, pour préparer les concours du CUS, tous ces trucs-là, justement. Alors je me laissais le désir d'être médecin. Et avec tous les intempéries que mon trajet a reçu, toutes ces difficultés-là, ce rêve-là s'envole. S'envole quoi. S'envole parce que je savais les conditions, il fallait être jeune. Je m'étais renseigné à ceux qui étaient déjà là. Il fallait être jeune pour entrer en médecine. Il fallait avoir un très bon baccalauréat. Il fallait avoir un très bon niveau de cours de langue. Il fallait que ce soit le plus rapidement possible. Alors, j'avais déjà perdu quasiment 2 ans et demi
Wow. Alors ce rêve-là s'est évaporé comme ça. Ouais. Mais aussi, il faut le dire, j'avais aussi mon backup, parce qu'on ne dit pas que si je ne suis pas médecin, je suis rien. Tu avais l'option B, quoi. Voilà, mon option B, c'était de faire informatique. Déjà au Cameroun, je savais faire beaucoup de choses en informatique, ça il faut le dire. Je ne sais pas si je vais appeler ça en informatique, mais disons en maintenance informatique, tout ça. Donc tu étais déjà quand même dans je savais installer un truc, je savais dépanner un PC, je savais faire beaucoup de choses en informatique. Alors c'est plus ça, alors je me suis dit, puisque le côté médecine ne marchera pas, ça c'est un truc qui est sûr, alors je vais me rabattre en informatique. Ouais. Et alors là, j'avais mon ancien ami à cette époque-là, qui était déjà arrivé un an avant, qui avait déjà commencé l'informatique. Alors je me renseigne chez lui, et je demande, est-ce que tu peux me parler plus de la filière test informatique? Là il me montre un peu la filière sur un plan général. Oui, Armand, comme tu disais, en fait, ton ami t'a beaucoup influencé, notamment positivement sur le choix de la filière. Est-ce que tu peux en dire peut-être plus? Influencé, je ne dirais pas. Ouais. Positivement ou comment, je ne dirais pas. Mais qu'il m'ait apporté des plus par rapport à ce que j'ai vu, je veux dire, du côté pratique. Peut-être des détails en fait. Voilà, plus de détails par rapport à la filière. Là, je dirais, je serais d'accord avec toi. Ok, donc ça veut dire que, est-ce qu'il t'a en fait dit, en prenant l'exemple sur ses grands frères, comme tu disais déjà, et notamment, bon, quels sont les points en fait qui t'ont marqué? Tu as dit, bon voilà, finalement, je vais faire cette filière. Les points qui m'ont marqué, par exemple, c'était beaucoup plus ce côté pratique là. Okay. Là, on rentre un peu dans le débat université, le FA, conflit, université, FA et tout. C'était ce côté pratique-là. Et c'est aussi un truc que je le voyais faire. Je le voyais écrire ses codes et j'aimais ça aussi, tu vois. Et aussi les débouchés du marché, parce que j'ai aussi discuté avec ses frères plus tard, qui me disaient que voilà, le marché est vraiment prometteur en ce qui concerne la filière test informatique. Il y a tellement... Je pouvais travailler dans tellement de domaines, que ce soit dans la médecine, même après, je veux dire, la médecine technique, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans tellement de domaines. Il y a beaucoup de débouchés finalement. Beaucoup de débouchés. Et c'est ces paramètres-là, par exemple, qui m'ont convaincu de faire cette filière. Voilà. Et là, maintenant, tu commences les études. Est-ce que tu as eu un complexe, par exemple, dis que voilà, j'ai commencé avec 2 années quand même de retard par rapport à ceux-là qui sont venus avant moi. Tu as aussi déjà des sensations? C'est vrai, la sensation il y a. C'est vrai, c'est pas un problème, mais c'est quelque chose quand même qui est là. Voilà, tes amis avec qui 2 ans avant vous étiez au Cameroun, vous faisiez les cours de langue ensemble, qui te disent que voilà, je commence mon stage bientôt, ou bien je suis déjà, tu vois, il est déjà intégré, il sait où aller. Moi, je regardais des plaques encore, voilà, je dois entrer dans tel train, je notais. Tous ces trucs-là, voilà, ce sont des choses, voilà, c'est là, tu vois, c'est des difficultés, mais tu les prends pas pour des difficultés, tu apprends d'eux. J'apprenais de mes amis qui étaient déjà là, de toi tu étais déjà là par exemple. On a discuté sur beaucoup de choses. Par exemple, lorsque je commençais la filière, quelques détails, l'université, je veux dire la FA, comment est-ce que ça se présentait, pas mal de détails on avait discuté. Et j'ai fait de ça plutôt une force. Ok, non, c'est super. Bon, maintenant on entre dans le sujet des études en elles-mêmes. Ça veut dire que tu commences ton cycle bachelor, la FA de Fortem, comme tu mentionnais déjà. Oui. Et maintenant les études, finalement, est-ce que tu as eu d'autres difficultés au niveau des études, donc le côté technique même en fait de la chose? Comment tu as accueilli cela? Déjà au niveau si on prend les 2 premiers semestres, est-ce que tu es arrivé, tu as compris directement? Parce que tu es quand même venu avec un bon bagage linguistique en fait. Est-ce que tu as eu des petites difficultés encore au niveau de comprendre les professeurs peut-être en cours? Pour être honnête, non. Pour être honnête, non. J'avais fait les cours de langue au Cameroun, je n'avais pas fait les cours de langue ici. En Allemagne, justement, à prêter mon oreille à cet accent vraiment allemand là. Mais je n'ai pas eu beaucoup de problèmes, ça il faut le dire. C'était rapide. Où j'ai eu les problèmes, dans quelques petits cas, pour certains professeurs par exemple qui parlaient un peu avec ce dialecte-là, cet accent de dialecte-là, j'avais peut-être des petits problèmes. Parce que pour la plupart des professeurs, ils venaient de la région du Sud, ils parlaient de Schwäbisch. Certains, là, j'avais peut-être quelques petits problèmes de compréhension et tout. Mais dès que j'ai pu renverser cette barrière de ton-là, c'était bien passé quoi. Bien passé. Et maintenant sur le côté technique même donc faculté, quand on prend la période du premier semestre jusqu'au stage, est-ce que tu as des difficultés peut-être je veux dire spéciales pendant tes études où tu peux te dire bon voilà tu as eu telle difficulté, voilà comment tu as fait pour surmonter quoi? Les 2 premiers semestres,
difficultés techniques, oui. Parce qu'au Cameroun, à comprendre les matières. à comprendre, peut-être pas. Les 2 premiers semestres, généralement, dans les FA, c'est la base. C'est ce qu'ils appellent le grundstudium, où on n'est pas encore vraiment pratique. On fait beaucoup de choses comme les mathématiques, la physique, le digital technique, un peu les taux techniques. La base qu'on faisait au lycée, à l'université au Cameroun, c'est encore ok. On n'est pas encore technique, pratique sur des appareils même, voilà. Et il faut rappeler une chose aussi, c'est qu'au Cameroun, notre formation au lycée n'était pas pratique. Ouais, on savait calculer, on savait faire tout. Donc c'est ces difficultés-là, par exemple, que j'ai rencontrées lorsque je commence les études en Allemagne. Donc, que ce soit le côté calcul, que ce soit le côté arithmétique, que ce soit le côté voilà, tout ce qui était littéraire, là où on apprenait vite, ça passait très vite. Mais au niveau de la technique, ça bloquait un peu, parce que là, c'était pas le genre que c'était pas un truc où tu vas venir faire un code là, écrire quelque chose, dire que ça va, on t'explique et tout. Là, il fallait vraiment passer, il fallait vraiment travailler. Et là, j'ai eu besoin d'un peu de temps d'adaptation pour comprendre que voilà, on n'est plus au Cameroun, les choses sont devenues un peu, voilà, on fait vraiment les études. Et c'est pas seulement la théorie plan, c'est aussi la pratique. Et ce côté-là, ça a un peu pris du temps, mais après tu as finalement pu gérer, quoi. Mais par contre, toi, tu n'as pas eu de problème en termes financiers, puisque étant donné que tu avais déjà obtenu ton test DAF, donc tu es arrivé directement, tu avais accès à l'université. Et contrairement à nous autres qui sont peut-être venus avec un niveau peut-être plus bas, donc B1 ou peut-être parfois B2, on devait faire au moins encore 3 mois de DSA ici, qui demande beaucoup d'argent, parce qu'en 3 mois de DSA ici, pour ceux qui ont la chance, généralement c'est dans les 500 €, mais même 700 €. Donc pour toi, financièrement, tu étais quand même stable, non? Financièrement, oui, j'étais stable. Il faut rappeler aussi que quelques temps après être arrivé en Allemagne, je crois, je suis arrivé en juillet, c'était début juillet par là, et en août, j'avais un job déjà. J'avais un job en temps plein où j'ai travaillé quasiment 1 mois et demi avant la rentrée académique. Donc du coup, j'ai aussi eu un peu de temps d'économiser un peu. Et je veux aussi rappeler à nos jeunes frères que voilà, on arrive là en Europe, on a la caution 7 000, 8 000 € aujourd'hui, je sais plus. Oui, c'est 10 236 €. 10 000 déjà, voilà. Alors on se dit, voilà, on a le temps, on a l'argent, on a l'oisiveté et tout le reste, on dépense et tout. Moi je veux dire, restez focus. Chaque seconde compte. C'est pas dire qu'il ne faut pas avoir du plaisir, c'est pas dire qu'il faut porter le même jean chaque jour, mais faut être réfléchi lorsque vous faites vos dépenses et tout. Il faut être réfléchi parce que la finalité, c'est que cet argent-là, cette somme d'argent-là vous accompagne pendant vos études. Et il faut tenir ça comme un trésor, économiser le maximum possible, ne pas avoir de dépenses inutiles. Ça ne sert à rien. Si tu viens de commencer, tu as un iPad, tu as un iPhone, tu as un ci, tu as un ça. Si tu as un site moyen financier, si la famille est vraiment lourde, et puis si c'est déjà quand la caution finit, on recharge encore. Voilà, là, parce qu'il y a les cas des gens aussi qui ont le cas. Voilà, il faut dire aussi qu'il y a des familles qui aident, la caution finit, on aide, on envoie et tout. Mais si tu es par exemple de ces familles-là qui se sont battues pour accorder un peu d'argent, pour mettre un peu d'argent pour tes études, alors il faut être vraiment économe, et puis bien économiser son argent et puis utiliser à bon escient. Ok, donc ça veut dire que finalement tu braves les 3 premiers semestres sans avoir à travailler finalement, non, puisque étant donné que tu as un peu de backup. Ouais. Et après les 3 semestres, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le Werkstudent ou comment tu gères pour financer la suite? À ce moment-là, tes finances terminent, quoi, ou peut-être ça devient petit. Voilà, c'est vrai, les finances ça diminue aussi parce que tu paies le loyer, tu dois manger et tout. Mais il faut dire quand je dis je ne travaille pas, je veux dire pendant la période des classes, je ne travaille pas. Mais en été, je fais les jobs d'été, comme tout le monde là. Je travaillais à Daimler, Mercedes, où on avait aussi la possibilité de vraiment bien économiser. Bien sûr, on était des collègues. À l'époque. Où on avait la possibilité de bien économiser, de prendre rentrer d'argent.
Et voilà, c'est comme ça que j'accumule un peu d'argent pendant les week-ends. Les week-ends, j'avais des week-ends de samedi par exemple, où je pouvais faire un déménagement ici, un déménagement là-bas, gagner 50 € en 3 heures, 4 heures. Ça aidait aussi cool, à arrondir les fins du mois finalement. Les fins du mois et tout le reste. Alors les 3 premiers semestres, je ne travaille quasiment pas pendant les études. Et après le 3e semestre, là, les finances ça diminue un peu, ça commence à devenir un peu bas là. Et je continue, je commence maintenant à être un peu plus actif. Ça veut dire il y avait des jours, par exemple, les week-ends, cette activité de home tour, c'était une bonne activité. Les week-ends, je commence à le faire. Le déménagement, je commence à le faire un peu plus par rapport au semestre antérieur. Et c'est comme ça que je me fais un peu d'argent. Et VEC Student, je ne suis pas encore. Je ne suis pas encore. J'ai été VEC Student directement après le 5e semestre. Après le stage finalement. Après le stage. Parce que le stage s'est passé au 5e semestre. Et voilà, après le stage académique, directement j'ai commencé à être VEC Student. Donc les 4 premiers semestres, s'il faut le dire, les 4 premiers semestres, je me débrouille là. Je job ici, je job là, pendant les congés d'été, pendant les congés de classe, je job un peu là. Mais après le stage académique, j'arrête les jobs dans l'industrie, j'ai tout arrêté. J'ai commencé à me dire, voilà, je suis en train d'étudier informatique, il faut que je me forme dans cette trajectoire-là. Donc c'est comme ça que je commence à faire les jobs d'étudiants, je veux dire, c'est VEC Student, ce qu'on appelle en Allemagne, ces jobs d'étudiants-là. Je commence à me faire, mais avec l'option informatique, avec l'option développement des systèmes, avec l'option informatique. Ok, donc c'est comme ça que tu fais. Donc maintenant, quand tu commences avec les VEC Student, finalement tu n'arrêtes plus quoi. Après les VEC Student, tu vas directement bosser. Je n'arrête plus. Après pendant les VEC Student, je commence à me poser aussi beaucoup d'autres questions. Je suis au 6e semestre déjà par là. Presque à la fin en fait. Presque à la fin de mon cycle bachelor. Je commence à me poser les questions, l'avenir c'est quoi? Et pendant ce moment-là, je fais beaucoup d'autres demandes. Voilà, je sautais de VEC Student en VEC Student, VEC Student en VEC Student, donc je ne jobbais plus dans l'industrie. Parce que tu avais également aussi les connaissances qui pourraient te permettre de finir VEC Student finalement. Surtout que ce n'était pas épuisant. J'ai beaucoup misé dans les centres de recherche. J'étais à Karlsruhe, au centre de recherche FTT, ça s'appelle, centre de recherche. Fraunhofer également. Voilà, j'étais aussi à Fraunhofer. Et après Fraunhofer, j'ai fait ma thèse de fin d'études, de fin de cycle. Et après ma thèse de fin de cycle, voilà, je suis resté dans la boîte qui m'embauche. Dans la boîte, ouais. Ça me pousse aussi à te poser la question de savoir, peut-être pour les étudiants là qui également ont fait un cycle bachelor, qui sont en train de terminer, parce que je reçois également beaucoup de questions sur la chaîne. Ils veulent savoir, ils sont en train de réfléchir encore si après le bachelor, ils doivent faire un master ou pas. Bon, de ton cas, tu avais la possibilité de faire un master, mais tu as quand même décidé d'aller directement en entreprise. Qu'est-ce que tu peux dire à ces étudiants-là? Le seul truc que je peux dire, c'est que ça dépend de tout un chacun. Voilà, c'est pas parce que X a fait un master que je dois absolument faire un master. Bien sûr. Tout dépend de la trajectoire de tout un chacun. Et cette trajectoire, il faut la mûrir le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Donc ça veut dire déjà le 3e semestre, il faut savoir si tu veux un master. Si tu veux faire un master. Parce que pour faire un master aussi, il y a des notes conséquentes. Bien sûr. Qu'il faut avoir. C'est pas que tout le monde. C'est pas que j'ai fini mon cycle. Tu vas faire un master automatiquement. Je vais faire un master automatiquement. Si tu vas faire même un master automatiquement, peut-être c'est pas toujours le master que tu aurais souhaité faire. Parce que les notes ne passent pas avec. Alors, c'est pour ça que moi je dis aux plus jeunes qu'il faut savoir très vite ce que tu veux faire. Moi, je savais que je voulais faire un master. Ça, il faut le dire. Au départ, je voulais faire un master. Mais après mon stage académique, après la proposition que j'ai reçue de l'employeur pour lequel, ou de la boîte dans laquelle j'ai fait mon stage d'études, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, cette offre-là est peut-être bonne. Et alors, je veux aussi dire autre chose. Il y a beaucoup de paramètres, comme par exemple le paramètre familial. C'est un paramètre qui joue beaucoup. Bien sûr. Quand on a tendance à oublier, c'est un paramètre qui joue beaucoup. De quel genre de famille tu viens de quelle famille? Est-ce que la famille dans laquelle tu viens est-ce que tu as cette flexibilité-là de faire ce que tu veux? Est-ce que tu es seulement toi, par exemple, Franklin? Est-ce que tu es seulement toi, le Franklin, que je fais comme je veux, mon temps m'est imparti comme je veux, je décide comme je veux? Parce que tu peux avoir, par exemple,
peut venir, par exemple, d'une famille un peu... très modeste peut-être. Ouais. Très modeste ou peut-être pas modeste. Où, par exemple, tous les yeux sont focus sur toi comme ça, qu'on attend que Franklin réussisse. Bien sûr. Et dès que Franklin va réussir... Faut soulever les autres. Quoi. Voilà, Franklin va aider les autres. C'est un détail aussi qui est très déterminant dans le choix de master ou bien bachelor. Et aussi un autre détail, c'est qu'est-ce que je veux faire, par exemple. Celui qui se sent jeune, celui qui se sent fort, celui qui se sent vraiment, qui a de très grandes ambitions, qui veut peut-être faire un doctorat. Tu ne peux pas faire un doctorat sans master. Tu n'as pas le choix. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Tous ces paramètres-là, il faut les mettre sur la table et se dire, voilà, moi je suis là. Et par rapport à ces paramètres-là, qu'est-ce qui s'ouvre à moi? Quels sont les chemins que je peux prendre? Quelles sont les caractéristiques que chaque chemin a? Est-ce que je peux bondir ça pour arriver ici? Donc, c'est toute cette étude-là, cette réflexion-là qu'il faut faire. Donc, ces petits paramètres familiales, comme j'ai cité tantôt, d'ambition personnelle également, il faut regarder la note, il faut regarder à partir de quel moment est-ce que l'on se met à l'idée qu'on veut faire un master ou pas. Et savoir également ses capacités. Hein, parce qu'il faudrait pas aller... Bien sûr, ça va de soi. Savoir ses capacités, c'est pas parce que ton ami, je sais pas qui, est en train de faire est en train de vouloir faire un master, voilà, tu te dis aussi que je vais faire un master, tu vas là et tu es exmatriculé. Bien sûr. Parce qu'il y a eu des cas. Bien sûr, il y a des cas qui ont été exmatriculés. Ou peut-être qu'ils ont commencé le master et ils ont finalement arrêté. Quoi. Et moi, je passe par ici pour peut-être dire à ceux-là qui nous regardent que ce que vous ne devez absolument pas tenir en compte avant de choisir les études de master ou pas, il ne faudrait pas que vous soyez animé par l'argent, par le fait de gagner peut-être plus l'argent que celui sur le bachelor, parce que cette théorie n'existe presque plus en Allemagne. Donc il faut évaluer ça directement. Vous devez avoir vous-même vos propres engagements et motivations. Comme Armand l'a dit, notamment familial, peut-être pour vous-même, pour vous accomplir par exemple. Peut-être vous savez que après le bachelor, vous avez encore l'énergie d'apprendre encore plus. Ok, faites-le, mais ne faites pas pour impressionner un X ou un Y, ou alors parce que vous allez peut-être gagner 200 € de plus. Moi, je vais vous conseiller de faire un master si votre ambition c'est de gagner peut-être 200 € de plus chaque mois. Parce que vous serez déçu, quoi, si c'est le cas. Mais par contre, et comme il a dit à la base, un master, c'est pas tout le monde qui peut le faire, même si c'est pas automatique. Par exemple, dans le Baden-Württemberg, il faut avoir au moins la mention bien en bachelor, au moins sa mention bien ou très bien pour être accepté en master. Donc, ce n'est pas... Ne vous laissez pas tromper par les gens qui vous racontent les bobadilles en fait. Donc, sachez qu'il y a les facteurs qui doivent être très déterminants si vous voulez faire un master. Et il faut le savoir très tôt. Je pense qu'Armand l'a dit ici. Très tôt. Déjà, au moins 3e semestre. Parce que pour au moins, déjà, anticiper sur votre note de fin de bachelor. Parce que quelqu'un qui veut faire un master ne doit pas apprendre comme quelqu'un qui ne veut pas faire le master. Parce que si vous terminez avec un grade, vous êtes peut-être encore à Buffet Digan, mais vous n'allez pas avoir accès à un master. Non, peut-être pas le master que vous souhaitez faire. Ouais. Vous pouvez peut-être dire, bon voilà, vous quittez l'État. C'est vrai, vous pouvez faire un master peut-être ailleurs, mais pas le master que vous aurez eu à faire. Et peut-être commencer un master et l'abandonner en cours de route, ça n'apporte rien. Je connais des étudiants qui ont commencé un master et la 3e année, ils n'ont pas terminé le dernier examen. Donc finalement, ils ont fait 3 ans presque pour rien. Parce que le diplôme maintenant qui reste, c'est le diplôme de bachelor finalement. C'est pour ça qu'il faut... 3 ans de perdu. Il faut bien peser. À l'avance. Il faut bien réfléchir. Bien peser, et ce facteur, tu as aussi parlé d'un facteur qui est très important, le facteur salaire. Parce que beaucoup se disent qu'avec un master, parce qu'on a au Cameroun, on juge beaucoup. Le diplôme par rapport au salaire. Par rapport au diplôme. Par rapport au diplôme. On se dit beaucoup plus, le système francophone, appelons ça comme ça, c'est ce que je pense vraiment. On se dit, voilà, avec un master, non, on a plus de chances de trouver un boulot. Tu vois, ou bien plus de chances de trouver un boulot, ou bien un boulot mieux payé. Alors c'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça. Et il y a certains aussi qui apprennent aux plus jeunes que non, il faut faire un master, carrément un master, parce que le master va te permettre demain, si tu veux prendre un poste par exemple de direction, un poste de team lead, un poste de group lead, un poste de ceci, il faut absolument que tu aies fait un master. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout dépend de la compagnie dans laquelle tu rebondis. Bien sûr. Atterris. Et de tes compétences également. Compétences personnelles. Parce que je connais par exemple des gens qui ont fait des Berufsschule, après qui ont fait des dual studium. Justement. Et après le dual studium, ils sortent avec un bachelor, mais il est ton chef. Il est ton chef, justement. Il est ton chef. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas... Voilà, c'est parce qu'il sait faire un travail précis. Il sait travailler avec les gens. Il sait trouver encourager les gens, il sait trouver des capacités reconnaître les capacités de qui, de X et de Y, et c'est très important. C'est très important. Et côté salaire aussi, il ne faut pas être focus que voilà, le salaire. Non, ça dépend de l'entreprise dans laquelle tu
tu atterris. Si tu es dans une entreprise un peu moyenne, disons un peu moyenne, là, ils vont se dire qu'on veut savoir, est-ce que déjà on ne te connaît pas, pour avoir une bonne impression sur toi, il faut que tu viennes avec le master. Bien sûr, quand tu viens avec le master, on dit qu'il a travaillé l'étape du bachelor, et le master, il a fait le master, quand même un master en Allemagne, c'est un truc qui est d'une très grande importance. Également, ouais. Voilà. Et si tu vas dans une plus grande entreprise, eux, ils ne tiennent pas compte de bachelor ou de master. Ouais. Tout le monde au départ, même salaire. Il faut être diplômé, ouais. Voilà. Il faut simplement être diplômé. Il faut être diplômé et savoir faire quelque chose. Bien sûr. Très savoir important. faire quelque chose. Ouais. Et aussi un autre détail, c'est quoi? C'est par exemple, en Allemagne, on voit la tendance est aussi grande en Allemagne que voilà, par exemple, une fille, elle a étudié ici et son mari est aux États-Unis, son mari est au Canada, son mari est en France, son fiancé, elle va plus tard se marier là-bas. Et si elle a fait un bachelor. Ouais. Elle est limitée un peu lorsqu'elle voyage. Là, bien sûr. Elle est limitée. Alors si elle a fait un master, ses chances d'insertion dans le pays, notamment les États-Unis, sont encore plus grandes. Donc il faut savoir, il faut se renseigner. Bien sûr. Il faut se renseigner. Lorsque tu ne connais pas, tu te renseignes, les aînés, ceux qui ont fait, et personne n'a la bonne explication, personne n'a la bonne décision. Voilà, personne décide pour toi, autant pour moi. Donc, à travers tout ce qu'on va te dire, tu t'assois maintenant, tu dis, ok, mon cas c'est lequel, et toi seul tu prends la décision. Je prends la décision justement, donc ça c'est très important ce qu'Armand dit. Bon voilà, Armand, pour terminer peut-être ici, on tend vers la fin de la vidéo, je voulais te poser la question de savoir, avec maintenant un peu de recul, maintenant tu as terminé tes études de test informatique en fait, si tu as peut-être donné 2 ou 3 conseils à quelqu'un qui commence maintenant ses études, notamment les difficultés que tu as également eues, comment la personne peut s'en sortir, je veux dire quelques astuces simplement, pour peut-être permettre à quelqu'un d'aller un peu plus vite, quoi. Peut-être les erreurs que s'il fallait que tu reprennes, par le temps pour moi, les études aujourd'hui en test informatique, qu'est-ce que tu aurais évité? Qu'est-ce que tu aurais peut-être plus faire? Si je devais refaire la filière test informatique, j'aurais donné plus d'accent à l'électrotechnique. J'aurais plus appris l'électrotechnique. Parce que moi, par exemple, j'ai été beaucoup plus focus informatique, software engineering, tout ce qui va avec digital, technique, des trucs comme ça. Mais maintenant, au travail, quand j'arrive au travail, on te dit que voilà, c'est bien beau, tu sais écrire un truc, c'est bien beau, mais il y a le côté hardware qu'il faut prendre en considération parce qu'on parle de systèmes embarqués. Ça veut dire microcontrôleur, ça veut dire device, entre parenthèses, et tous ces noms que tu connais là. Et alors le côté manipuler sa toucher, dessin, par exemple, pas dessin technique, circuit électronique, tous ces trucs là arrivent encore. Et là tu te dis oh. Là tu es perdu. Voilà, c'est pour ça que je dirais aux plus jeunes que si tu commences à filer test informatique, ne te limite pas simplement à l'informatique. Là, en test informatique, on apprend l'informatique, on apprend l'électronique, on apprend l'électrotechnique et on apprend aussi cette filière-là qu'on appelait, où on parlait des ondes, les trucs comme ça. Ça ne me revient malheureusement pas, mais c'est aussi des trucs, par exemple, il faut considérer tout. Tout ça, ouais. Voilà, donc, et c'est une filière qui te donne de la possibilité demain, qui te donne tellement d'ouverture demain, tellement d'ouverture. Et tu peux voir, comme par exemple dans mon cas, je suis arrivé, on demande à la fois les skills, ça veut dire des compétences en software, en hardware aussi. Également, ouais. En hardware aussi, donc du coup, il faut, si je donne ce conseil aux plus jeunes, le conseil que je donnerais, c'est de mélanger tout, prendre tout ce qui est là, apprendre tout au même niveau, ne pas dire que non, moi je préfère ce côté, je préfère ce côté, apprendre tout ce qui est là et demain voir ce que le marché t'offre. Ce que le marché t'offre en fait, donc ça c'est très, très important. Aujourd'hui vous avez la possibilité d'acheter les embedded boards, notamment Arduino, BeagleBoard, Raspberry Pi, vous pouvez peut-être toucher de la main pendant les études. Là vous arrivez en entreprise, vous explosez seulement quoi. Donc ça c'est un truc à tenir bien en compte. Donc maintenant, avant peut-être la dernière question que j'aimerais te poser, c'est maintenant tu as terminé tes études et tu travailles déjà dans le domaine que tu as fait en tant qu'ingénieur. Et maintenant, qu'est-ce que tu dis aux étudiants là qui finalement courent derrière des jobs, ils veulent multiplier les 4-5 jobs parce qu'ils veulent atteindre, ils veulent maintenir un standard de vie en fait, qu'ils auront forcément dès qu'ils terminent les études et, en tant qu'ingénieur, ils pensent que avec un peu de recul maintenant par rapport à ce que tu gagnes en tant qu'ingénieur et les étudiants là qui collectent les miettes à gauche et à droite et finalement sortent de la direction des études et perdent finalement la concentration quoi, parce qu'ils veulent multiplier 4-5 jobs en week-end, parce qu'ils veulent, c'est pas moi, c'est parce qu'ils veulent atteindre avec. Qu'est-ce que tu peux dire à cela de façon vraiment claire
Comme ça se présente, quoi. Je dirais un truc, il y en a qui le font comme ça, qui multiplient des jobs et ils s'en sortent à la fin. Ouais. Il trouve son bon travail à la fin, il finit ses études, il multiplie les jobs, il vit sa vie, il fait des trucs. Il faut savoir ce que tu veux. Premièrement, il faut savoir ce que tu veux. Il ne faut pas être un suiveur. Parce que si tu es un suiveur, à la fin, on pleure seul. Ouais. Et on rapatrie seul. Ouais. Et, ou bien on se met dans des conditions difficiles seul. Ouais. Et à la fin, les conséquences sont personnelles. Ouais. Voilà, les conséquences, c'est toi seul. Alors moi, je dirais simplement aux plus jeunes, ou bien à mes jeunes frères qui commencent les études, de ne pas se lancer dans cette vie-là. De ne pas se lancer dans cette vie-là. L'Allemagne, c'est bien, c'est un très bon pays qui nous a donné la possibilité de nous exprimer peut-être cette possibilité, ces trucs-ci qu'on a aujourd'hui, qu'on finit de travailler, on a au moins à 50% la garantie qu'on trouve un job après. Dans notre pays, le Cameroun, on n'a pas. C'est pas le cas, ouais. Pour l'instant, c'est pas le cas, ouais, il faut le reconnaître. Ouais. Voilà, pour le moment, on ne l'a pas. Alors moi, je me dis, pour ceux qui se sont donné des efforts, parce que même pour venir en Allemagne, même si tu es paresseux n'importe comment, tu t'es quand même donné des efforts. Bien sûr, bien sûr. Alors, il ne faut pas venir se donner cet effort-là, pour venir après 5 ans, 6 ans, être sans papier ou en train de sauter d'ici, en train de se faire enceinter pour reconnaître des enfants. Tous ces trucs-là, ça ne sert à rien. Donne-toi du temps, consacre du temps sur ton parcours académique, travaille dessus. Il faut dire aussi qu'il y a des gens qui font tout ça, ils ne réussissent pas. Il faut aussi savoir très tôt que ça ne marche pas. Quelle est l'option qui s'offre à moi? Donc c'est tous ces paramètres-là. S'amuser, tout ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il y a un aîné qui me disait à Fortime que chaque semestre, chaque année que tu perds, c'est 80 000 euros. Ouais. Si tu as rebondi dans une bonne entreprise, bien sûr, c'est 80 000 euros. C'est 80 000 euros chaque année. C'est un aîné qui me disait ça. Je ne croyais pas. C'est peut-être 80 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Ça, il faut le dire quand même. Mais c'est environ 50, 60, 70 000 euros bien sûr. Qui sont passés comme ça, d'années de travail. Donc, pour moi, il faut se donner des efforts, il faut travailler. Et après, tu as tout le temps de t'amuser. Voilà. Donc, il faut travailler dur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait la chaîne, pour dire que c'est pas facile, certes, mais quand on se bat, on s'en sort, quoi. Et si on parle de 3 ans et demi, 4 ans, je veux dire, en cycle bachelor, 4 ans. Donc, c'est pas la mer à boire, quoi. Je veux dire, c'est dur, on est d'accord. C'est pas la mer à boire. Et maintenant, vous avez la possibilité aujourd'hui, je dis toujours dans toutes les vidéos, de faire les formations. À autant d'Amman ou à mon temps, il n'y avait pas ça. Il fallait soit terminer ses études, soit tu rentres, quoi. Donc il ne veut pas que tu aies fait la formation, parce que la formation était réservée seulement aux Allemands. C'était seulement aux Allemands. Donc aujourd'hui, mais avec la conjoncture, on vous donne la possibilité de rester sur le territoire et faire une formation, faire autre chose. Mais ça, c'est une aubaine en fait. Pour ceux-là qui ont toujours, voilà, justement pour ceux-là qui ont des difficultés, parce qu'il faut avoir cette maturité-là de savoir aussi. Il faut avoir cette maturité de savoir que ça ne marche pas. Et d'accepter. J'ai changé une fois, je suis en train de changer la deuxième fois. Et la deuxième fois, ce que je suis en train de faire, ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Commencez déjà à se poser des questions. Commencez déjà à se dire que quelle est l'autre option qui s'ouvre à moi. Bien sûr. Tu vois, au lieu de plonger, de sombrer dans la facilité, on connaît tous ces petits moyens-là qui ne sont pas bien du tout. Qui ne sont pas bien, qui ne nous honorent pas, certes, et qui n'honorent pas aussi notre pays d'accueil, l'Allemagne. Donc c'est pour ça que je dirais aux plus jeunes, on a plus de possibilités aujourd'hui qu'on a eu avant. Utilisons-les. Ouais, justement, ces trucs, en fait, ces comportements, n'oubliez pas que vos comportements que vous faites ici en Allemagne, il y a ce qu'on appelle les statistiques ici. Après, ça fait à ce que vos petits frères qui sont au Cameroun, on les bloque, on les rend la chose un peu plus difficile en fait. Parce que si vous qui venez, vous ne prêchez pas par l'exemple, ça fait à ce que vos petits du Cameroun sont ou alors des autres pays, notamment le Sénégal, ça fait à ce qu'on les visse en fait. Ils vont dire, bon voilà, les étrangers de tel pays viennent s'amuser ici, ils prennent le visa étudiant pour faire tel truc. Et les petits frères ou vos cousins paient dans les pots cassés, notamment dans ces trucs-là. Donc c'est ici que la vidéo s'achève. Moi je pense que si à moins tu as quelque chose, un dernier mot peut-être à dire, tu peux dire comme peut-être conseil et là on va clôturer cette interview. Comme dernier mot, d'abord je tiens à te remercier Franklin d'avoir fait le déplacement jusqu'ici pour me donner la possibilité de m'exprimer, de parler de mon parcours, d'entretenir mes jeunes frères. C'est moi qui te remercie. Quel qu'en soit de l'endroit où ils se trouvent dans le monde. Et je dirais simplement à mes frères que l'Allemagne, c'est un bon pays. C'est un bon pays, c'est un pays qui nous permet de nous exprimer, c'est un pays qui nous permet
qui nous donne des possibilités de travail après nos études. C'est un pays où même au travail, on a des bons postes. Moi, je connais des Camerounais qui ont des très très bons postes, qui sont très forts, qui sont écoutés, qui sont des œufs de compagnies dans lesquelles ils travaillent. Donc moi, je voudrais simplement vous dire que laissez la fête, laissez la facilité, ne pensez pas à ça. Lorsque vous venez, si vous arrivez en Allemagne, mettez-vous au travail. Les 4-5 premières années seront certes difficiles, mais après ça va se faire, ça va venir de soi-même. Votre travail les fruits de votre travail seront clairs, c'est net, ça va marcher. Ouais. Beaucoup de courage, ça va marcher. Ici, c'est le mérite qui prône, quoi. Donc, peu importe de quel papa tu es, de quels parents, peu importe. Si tu as un rendement, si tu as le mérite, tu vas trouver ta place, quoi. Il faut se mettre travailleur. Je pense que c'est sur cette note qu'on va achever cette interview. Je te dis merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, donc tu peux t'abonner simplement pour ne pas rater les nouvelles vidéos, quoi, notamment les nouvelles interviews comme celle que j'ai faite aujourd'hui avec Armand. Donc, Armand, à toi, merci. Merci. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye bye. Audio Jungle.